Champion du monde, champion d'Europe, champion d'Espagne, vice-champion de France et finaliste de l'UEFA lors d'une saison incroyable avec l'Olympique de Marseille. 2 fois membre de l'équipe européenne de l'année en 98 et 2000, membre de l'équipe de l'année lors des World Soccer Awards en 2000 également. Il a connu une période de 30 matchs en défaite avec l'équipe de France. Chevalier de la Légion d'honneur, oui, on n'oublie pas. Il a été surtout, et pour nous, l'un des principaux acteurs de la vraie remontada à la Marseillaise, on s'en souvient tous. Le Salon des légendes est très heureux et ravi d'accueillir Christophe Dugarry. Salut Christophe, comment vas-tu? Bonjour, ça va très très bien. Salut. La forme? Salut à tous les deux. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Marjorie, qui va te poser pas mal de questions pendant cette petite émission. Avant ça, est-ce qu'il te serait possible de mettre ton écran en mode paysage et non en portrait? Et là, c'est parfait. Et là, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pendant une petite heure, on va retracer toute ta carrière, tous les éléments importants. Et il y en a eu. On a vibré avec toi pendant tous ces événements-là. Et Marjorie va t'aiguiller dans toutes les choses que tu vas pouvoir nous raconter. Merci encore d'avoir accepté l'invitation du Phocéen et du Salon des légendes. Merci Christophe. Christophe, mille merci, c'est vraiment un honneur, on est super fiers de t'accueillir. Effectivement, ta carrière, il y a tellement de choses à dire qu'on va se régaler. Voilà, mais on va démarrer donc par le démarrage. Tu es né donc le 24 mars 1972 à Bordeaux et nous, on aimerait savoir quelle était l'enfance du petit Christophe. Voilà, ange ou démon, on veut tout savoir avant de connaître tes premiers pas dans le foot. Écoute, mes parents se sont mariés très très jeunes. Ma maman s'est mariée, elle avait 16 ans. Mon papa a 19 ans. J'ai eu un grand frère. Ma mère a eu un premier enfant à 18 ans, moi à 19 ans. Donc j'ai 13 mois d'écart avec mon grand frère. Et ensuite, plus tard, j'ai eu un petit frère 13 ans après. Voilà, donc des parents très jeunes, très sportifs, très dynamiques, voilà, qui nous ont amenés un petit peu partout sur tous les terrains de sport. Mon père jouait au handball, au foot, ma maman aussi au handball. Enfin voilà, une famille très sportive. Avec un grand frère, 13 mois de décalage, donc forcément on était assez dynamiques tous les deux, pour pas dire parfois insupportables, à souvent se quereller, souvent se chamailler. Mais une enfance plutôt heureuse. Alors je suis de la banlieue bordelaise, exactement de Lormont. On a habité comme vous dites chez vous, dans les quartiers. Mais voilà, j'ai souvenir d'une enfance très agréable, parfois difficile. On roulait pas sur l'or, c'est certain, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu des mauvais moments dans ma jeunesse. J'avais des parents attentifs, aimants, voilà, parfois un peu dur, hein, il fallait, avec mon grand frère, fallait nous tenir, mais non, j'ai eu une bonne enfance. Ok, et tu débutes le foot donc à l'US Lormont. Et là-bas, Exactement. au jour d'aujourd'hui, il porte ton nom, ce club. Le stade? Oui, Le stade en 80, 90, après 99 ou 2000, je crois. Ou peut-être après. Je me souviens plus la date exacte, je voudrais pas te raconter des salades. Mais oui, ils ont décidé d'inaugurer le stade où j'ai commencé mes premiers entraînements, mes matchs, voilà, où je suis devenu le footballeur en herbe. Oui. À quel âge tu as Le stade démarré Christophe là-bas? Dugarry. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. C'était voilà, mes parents travaillaient énormément. Le voisin a mené son fils, le monsieur Thébault, il s'appelait. Il a amené son fils Jacques au foot, et puis nous on s'ennuyait avec mon frère, donc il a proposé de nous amener. C'est comme ça que j'ai découvert le foot et que j'ai pu y jouer assez assidûment. Ok, et d'ailleurs ça va très très vite, on te remarque rapidement parce qu'ensuite tu rejoins les Girondins de Bordeaux et tu démarres ta carrière Oui. donc pro à 17 ans. C'est Oui, incroyable quand même. ça n'a pas été simple de rejoindre les Girondins de Bordeaux parce que tu sais, comme dans tous les régions comme ça, il y a des recruteurs des Girondins de Bordeaux qui vont voir tous les clubs, les petits clubs de la région. Et voilà, et plusieurs années d'affilée, ils ont voulu Pierrot Labatte, qui était un des recruteurs à l'époque, voulait que je vienne aux Girondins de Bordeaux, et 2 années d'affilée, mon papa a refusé parce qu'il trouvait que c'était trop tôt. Voilà, c'était 12-13 ans, c'était Ouais. bien trop tôt. Aujourd'hui, j'en profite aujourd'hui, ça correspond à la préformation qui existe aujourd'hui dans les clubs de football, qui devrait être tout simplement arrêtée à la préformation quand on déracine des gamins de 12-13 ans pour les amener dans des clubs. Je parle de la région lyonnaise, parisienne, pour les faire venir par exemple au Girondins de Bordeaux. Je trouve que c'est un non-sens absolu, et surtout quand on s'en rend compte que ces gamins qui sont en préformation
99,9% de ces gamins-là ne sortent pas professionnels. Voilà, il faut laisser le temps aux jeunes de rester. On a besoin à 12, 13, 14 ans de se chamailler avec son frère. Oui, de se chamailler avec son frère, de se faire engueuler par son père, de manger les pipas de maman. Voilà, il ne faut pas être déraciné. C'est trop tôt. La préformation dans le football, elle s'est mise en place il y a quelques années, elle ne devrait pas exister, sincèrement. Donc moi, j'ai eu cette chance-là que mon papa l'ait compris très très vite et j'ai débarqué au Girondin au bout de la 3e année où il m'a dit c'est bon, je commence à avoir 15 ans, donc je commence à avoir un peu de poil au menton. Il m'a dit là, tu peux y aller, tu es un peu plus armé, tu es un peu plus solide. Voilà, je commençais à avoir un peu plus de maturité. Et c'est là que j'ai débarqué au Girondin de Bordeaux à 15 ans. Et à 17 ans, j'ai fait mon premier match, oui, c'était en mai 89. Alors je m'en souviens, pas sûr parce que c'est mon premier match, et puis parce que c'était contre Cannes. Et je me souviens, j'étais attaquant, donc 17 ans et 2 mois, avec Eric Cantona à l'époque, qui avait fait un petit passage au Girondin de Bordeaux. C'est vrai. Donc un souvenir incroyable avec Eric Cantona, voilà, c'était super. Y a-t-il un éducateur Oui. dont tu te souviens? Oui, ben, Pierrot Labatte a été quelqu'un de très 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 important pour moi. Voilà, ça a été un formateur au Girondin de Bordeaux pendant de nombreuses années. Oui, c'est quelqu'un qui a joué sur mes qualités de footballeur, sur mon mental, sur ma passion, sur les moments difficiles que l'on connaît tous. Il y a beaucoup d'appelés, très très peu d'élus, beaucoup de concurrence, donc il faut être solide mentalement, il n'y a pas que les pieds qui comptent. Et par moments, il y a des moments difficiles à vivre, c'est certain, et au-delà de la confiance qu'avait Pierrot Labatte dans mes qualités de footballeur, il avait surtout la qualité pour me soutenir. C'est quelqu'un qui sait être à l'écoute, qui sait parler, qui sait entendre. Et c'est vrai qu'il a été déterminant dans ma carrière de footballeur. Tout du moins pour les débuts, pour les tout débuts, parce que je ne sais pas si j'aurais réussi à franchir le cap tellement la marche était haute. Il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque, les Girondins de Bordeaux, c'était le club de l'élite. C'était haut de passer gamme. du centre de formation, c'était passer du centre de formation à l'équipe première des Girondins de Bordeaux, c'était très difficile. À l'époque, les Girondins de Bordeaux sortaient très très peu de jeunes, allaient acheter les bons joueurs dans les meilleurs clubs. Donc sortir des jeunes à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui jouaient en professionnel. Donc c'était pas facile. Et d'ailleurs, c'est dans ce club luxueux haut de gamme que tu découvres tout ce qu'un joueur professionnel doit découvrir, c'est-à-dire une remontée en 80, enfin une descente en 91, une remontée en 92. Donc, et puis la fameuse campagne européenne en 1996. Tout ce qu'un joueur pro en fait, doit connaître dans une carrière entière. Toi, tu as tout connu à Bordeaux. Les choses, après, c'est des péripéties qui se passent. Oui, je commence assez rapidement en professionnel. On a une descente en Ligue 2, on est rétrogradé financièrement pour des malversations. Donc on se retrouve en Ligue 2, on remonte assez rapidement et puis les choses s'enchaînent très très vite. Mais c'est la vie d'un footballeur. Chaque année a son lot de surprises. Et c'est vrai qu'il a fallu rapidement s'accrocher et puis rapidement être compétitif parce qu'à l'époque, il y a eu cette descente. Donc le club avait plus les moyens d'acheter des joueurs de l'extérieur ou de l'étranger. Et là, il fallait que les jeunes soient capables de prendre le relais. Donc Zizou a été recruté assez rapidement aussi à la SCAN. Donc il est venu au Girondin de Bordeaux très très jeune. Lizarazu également qui était déjà au club. Donc c'est un petit peu ces jeunes-là qui ont dû prendre le relais, qui ont dû confirmer et s'affirmer en équipe première. Tu parles justement de Zizou et on reviendra un petit peu aussi sur l'événement marquant de ta carrière à Bordeaux avec cet exploit contre le Milan AC qui a marqué toutes les mémoires. C'était important que tu nous en parles. Mais c'est vrai qu'il y a une question, parce qu'on a posé la question sur les réseaux sociaux. Quelle question souhaitez-vous poser à Christophe Dugarry? Et il y en a une qui est revenue souvent, j'avoue. C'est la fameuse comparaison. C'est Lilian Thuram qui avait dit, au même âge, plus jeune, Christophe était aussi talentueux que Zizou. Voire au-dessus. Voire au-dessus. Oui. Tu te rappelles de cette anecdote? Moi, non, mais je l'ai reprise moi ensuite cette phrase lorsque je travaillais à RMC où j'avais dit qu'à l'époque j'étais aussi fort que lui, aussi technique que lui. Alors on voit qu'après le chemin parcouru par l'un et par l'autre a été totalement différent, mais c'est vrai qu'à l'époque, d'ailleurs, on était en équipe de France Espoir, tous les deux. Je me souviens que l'entraîneur venait nous voir et nous demandait quel mi-temps voulait jouer l'un et quel mi-temps voulait jouer l'autre. On jouait au même poste. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une qualité
qualité technique largement au-dessus de la moyenne. Et bon, c'était des entraîneurs qui pouvaient le dire, c'était des coéquipiers avec qui j'ai joué. Tout à Donc, fait. j'ai fait que reprendre cette phrase. Bon, après, les gens s'en sont gentiment moqués, mais bon, c'est pas grave, je suis prêt à l'accepter. Même Zizou l'a dit lui-même. Donc, Bien voilà, sûr. bon, c'est comme ça. Et tout à fait, et je crois que c'est pour ça que j'ai très envie de parler de ce match contre le grand Milan AC, parce que c'est pas le Milan AC un peu qui a perdu ses moyens par la suite, mais en tous les cas, vous perdez 2-0 au match aller, vous gagnez 3-0 Ouais. à domicile, Avec un doublé. tu marques 2 buts, Ouais. rien que ça, et franchement, est-ce que c'est pas ce match-là qui a déclenché finalement les ambitions de Christophe, mais également de Vicente et de Zizou? D'un coup, est-ce que vous n'êtes pas retrouvé dans le monde des grands, quoi? Bah, il a déclenché beaucoup de choses ce match. C'est des circonstances hyper favorables. Bien sûr qu'à l'aller, on perd 2-0 sur un match où on n'est pas franchement dominé, mais un peu à l'italienne. On fait plutôt un match correct. Ils nous mettent 2 buts, un sur coup de pied arrêté notamment. Voilà, au match retour, ils arrivent peut-être un peu la fleur au fusil. Nous, on est surmotivés, on n'a rien à perdre. Voilà, il y a quand même de la qualité aussi dans cette équipe. Il y avait Richard Litzke, Vicente Lizarazu, enfin il y en avait bien, Fritz Hansen, Philippe Lucas, Laurent Crossi. Enfin, voilà, je vais en oublier Gaëtan Huard dans les buts. Enfin, moi, il y avait Didier Tolo en attaque, il y avait aussi une bonne équipe. Et là, on fait le match de notre vie. Et c'est vrai que se frotter à ce Milan-là, qui est la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là, nous éveille et nous dit voilà, on est capable d'affronter les meilleurs, de rivaliser avec les meilleurs. Et c'est vrai que personnellement, ça a été je pense qu'aux yeux du monde du football, ça a été pour moi un déclic parce que tout le monde savait que j'étais un bon joueur de foot, que j'avais la qualité technique, que pour ma taille, j'étais un garçon qui allait assez vite. Je suis 1m89 et je courais quand même très très vite, donc j'avais le côté athlétique, technique, de vitesse aussi qui pouvait être intéressant. Mais après, il fallait montrer qu'au plus haut niveau, et la Coupe d'Europe est un passage qui peut démontrer ça, on pouvait jouer plus haut et on pouvait avoir de l'espoir d'évoluer parmi les meilleurs. Alors, c'est à ce moment-là que le Milan veut me recruter par la suite et que je passe dans la cour des grands. Après, le chemin est tout aussi long. Hein. Pour preuve, après, j'ai pas réussi à devenir un grand joueur. Je suis fier de ma carrière, mais on ne peut pas considérer que j'ai été un grand joueur. J'étais un bon joueur de football, mais j'aurais pu faire mieux avec certainement beaucoup plus de travail. Ne serait-ce qu'un petit peu, déjà, c'était déjà beaucoup pour moi. Bon, justement, on peut dire que tu es quand même un sacré grand joueur parce qu'entre-temps, tu effectues tes débuts en équipe de France, donc 1994, période de transition. Pour l'équipe de France. 4 ans après, voilà, Ouais. l'équipe de France est championne du monde. Tu en fais partie. On ne doute aucunement de tes qualités techniques dont on entend parler, dont on a tout le temps entendu parler pendant cette période, des Girondins de Bordeaux jusqu'à cette fameuse victoire en Coupe du Monde. Donc non, c'est crédible et tu as fait tes preuves, quoi. Oui, mais on tu peut sais, pas aller contre. Tu es un grand joueur, Christophe. Non, mais tu sais, Marjorie, Non, Si. je pense que malgré tout, les mots ont un sens. Je suis fier de ma carrière, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai 55 sélections, j'ai joué dans des grands clubs. Vous savez, si vous êtes recruté par le Milan, le Barça, Marseille, Bordeaux, j'avais failli même signer à la Juventus à l'époque. Je n'avais pas voulu y aller, je préférais rester à Marseille dans l'année 99-2000, je crois. Voilà, et voilà, c'est pas par hasard, c'est que les qualités, les gens les avaient vues. Tout Et à voilà, fait. après, les grands joueurs, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas les grands joueurs, c'est pas que ce qui se passe dans les pieds, c'est aussi ce qui se passe dans la tête, l'abnégation, le professionnalisme, s'entraîner, faire plus que les autres. Voilà, et ça, il faut être quand même lucide et le reconnaître. J'en ai pas fait assez. J'ai trop joué sur mon potentiel, sur mes qualités techniques. Et ça, pour atteindre le très haut niveau, c'est évidemment pas suffisant. Donc, j'estime que j'étais un bon joueur. Et c'est le regret, si je devais avoir un regret, tu vois. Alors, au-delà du fait d'avoir choisi de signer à Barcelone, je pense que c'était une erreur de club, c'est de pas avoir réussi à savoir jusqu'à où je pouvais aller. Voilà, parce que par rapport au potentiel qui m'avait été donné par je ne sais qui, savoir voilà, quel était mon véritable niveau, jusqu'à où j'aurais pu aller si je m'en étais donné les moyens. Alors après, peut-être que j'aurais pas réussi, peut-être que j'aurais pas réussi à être un grand joueur, peut-être que j'aurais pas réussi tout ça, mais ça te laisse quand même un petit regret de te dire quand même, punaise, avec le potentiel que tu avais, te dire que tu n'as pas été au bout de toi-même, même de ce que tu as dans le cœur, de ta valeur d'homme aussi, tout ça.
J'ai été parfois au plus simple. Et ça, dans le football, ça fonctionne pas. Dans le sport de haut niveau, ça fonctionne pas. Il faut aller au plus compliqué. Et si on n'atteint pas le plus compliqué, on a l'étage en dessous. Mais on se fixe pas comme étape le moins fort. Et puis peut-être on va arriver au plus haut. Non, c'est pas dans le bon sens que j'ai pris les choses. Tu as tout donné quand tu étais plus jeune, en fait, à Bordeaux. J'en ai Ce qui donné t'a beaucoup, mais pas assez. propulsé sur le reste. Et ensuite, après, Ouais. tu n'as pas continué dans cet élan dynamique. Tu fais quand même une belle saison à Milan, je crois 21 matchs, Oui, 6 buts. oui, oui, C'est... oui, mais j'avais pas le. Ce que j'avais dans les pieds, ça pouvait suffire. Sincèrement, voilà, j'arrive, je crois que la première année, je me blesse au championnat d'Europe en 96, Mhm. en Angleterre, je me fais opérer du genou, je déclenche après une algo-neurodystrophie, on va pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire qu'après, dès que je cours, j'ai le genou qui gonfle, pardon, donc pendant 3-4 mois, je peux pas jouer, je peux pas m'entraîner, j'ai du mal à marcher, donc c'est très très compliqué, je suis loin de chez moi, j'étais habitué à rester dans le cocon, Bordeaux, chez moi, enfin voilà, le petit protégé. Je débarque à Milan dans un club de stars où c'est une autre façon de voir, de penser le football, ce professionnalisme-là, ce football 24 sur 24. Voilà, c'était pas moi, c'était pas comme ça que je ressentais les choses. Alors après, une fois que j'étais sur le terrain, j'étais capable de faire des choses, j'étais capable de marquer des buts, j'étais capable de dribbler des mecs. Oui, j'avais des stats qui étaient correctes et cohérentes, mais je sentais au fond de moi que j'étais pas à ma place. Voilà, que j'étais pas à ma place dans ce vestiaire d'acharnés, quoi, de battants, de winners, de grands joueurs, Baresi, Costa Curta, Maldini, Weah, Marco Simone, Boban, Savicevic. Enfin, il y avait des joueurs extraordinaires, c'était monstrueux. Et je sentais que mentalement, psychologiquement, dans la volonté de travailler tout ça, j'étais un cran en dessous de ces joueurs-là, et j'ai pas eu le déclic. Tu l'as souvent dit, ça. On l'a souvent entendu. Oui, Enfin, non, tu mais Non, mais assumes c'est bien d'avoir vraiment. l'humilité Voilà, de... tout Enfin, à fait. Non, mais c'est une C'est réalité. Tu vrai. sais, c'est une réalité. J'ai appris, je sais ce que j'ai fait de bien, je sais ce que j'ai fait de mal, je sais ce que j'aurais pu faire de mieux. Tu es Voilà, non, non, conscient. mais je suis totalement lucide, hein, tu sais, Mm. faut pas, je suis pas un idiot, je crois l'avoir démontré en après-carrière, tout ce que j'ai fait, notamment à la télé, tout ça, j'ai démontré que je savais avoir du recul sur les choses, c'est pas parce que je critique certains joueurs que je suis incapable de me critiquer, je peux te Mm. garantir que si j'avais C'est dû vrai. analyser et commenter mes propres matchs, j'aurais été très très dur avec moi, parce que j'ai gâché beaucoup de choses, même si je suis fier de ce que j'ai fait, et peut-être que si j'avais fait les choses différemment, je ne serais pas le même homme qu'aujourd'hui. Et j'ai réalisé de belles choses. Moi, tu sais, Mm. je disais toujours cette anecdote, je préfère gagner une Coupe de la Ligue avec mes copains qu'une Ligue des Champions avec des mecs que je ne connais pas. J'étais un peu en colonie de vacances, tu vois, j'étais un peu dans le plaisir du jeu, dans le plaisir de mes coéquipiers. Moi, j'adorais partir au vert, j'adorais jouer aux cartes avec mes copains, j'adorais partager des choses. Et j'étais dans ce truc-là. Je suis pas passé dans le monde des ultra L'acharnement. pros. Mm. Ouais, j'étais pas là-dedans. J'étais moi au Milan, Zizou est à la Juve. On savait, au téléphone, on se parlait souvent au téléphone. Lui, il finissait l'entraînement, il vomissait. Et moi, je finissais l'entraînement. J'allais boire une bière. Ouais, ben, pas une bière, mais pas loin. Voilà, j'étais pas du tout dans le même truc. J'avais pas compris la marche qui me permettait de voilà, partir au Milan. C'était une marche supplémentaire. Le Barcelone, c'était encore une autre marche. Et ça, il Mm. faut sortir des choses au fond de soi. On te propose autre chose. Et après Milan se présente déjà, je crois, d'après nos informations, une petite opportunité Olympique de Marseille. C'est un club que tu souhaitais rejoindre à la base, avant de signer C'est un au club. Barça. Je crois pas. Enfin, c'est pas que je crois pas, mais ça a toujours été un peu compliqué avec ce club parce que tu sais jamais qui est quoi, qui fait quoi, surtout à l'époque. Voilà, moi j'avais eu, je me souviens même quand j'étais encore plus jeune, 2 fois Bernard Tapie qui avait téléphoné chez mes parents. Je vivais encore chez mes parents, j'étais retourné chez mes parents, donc je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans. Voilà, ma mère qui m'appelle, me dit tiens mon fils c'est pour toi, c'est Bernard Tapie. Ma mère savait absolument pas qui c'était. Je dis ok maman et tout ça, je ne croyais pas. Et à la Bernard Tapie, voilà, un mec extraordinaire bien évidemment, mais du gars je te veux, je vais t'avoir, je te rappelle. Voilà, il m'a Rigolo, fait cette le coup, il fille. À m'a chaque jamais fois, il faisait rappelé. ça. Mais bon, avec Marseille, ça a toujours été un peu comme ça. Mais le véritable moment où j'ai rejoint Marseille, c'est quand Roland était entraîneur et que là les choses ont été véritablement concrètes. Ouais. Et c'est en 1997. Donc, Ouais. tu rejoins officiellement l'Olympique de Marseille. Comment se Ouais, passent tes débuts? je suis en difficulté à. Enfin,
Je suis en difficulté à Barcelone parce que c'est un mauvais choix. Voilà, je ne dois pas aller à Barcelone. Je me trompe totalement. Je dois rester au Milan. Comme vous le disiez, j'ai fait l'année précédente, sur 21 matchs, j'ai marqué 6 buts. Donc, c'est ce qui est plutôt bon pour une première année. Et là, il y a le Barça, il y a Van Gaal qui vient me voir. Il me dit, tu vas jouer avec Ronaldo, le Brésilien. Voilà, donc j'ai les étoiles plein les yeux. Ah ouais. Je me dis le Nou Camp. Je me rapproche de Bordeaux, l'Espagne, de chez moi. Ma famille va pouvoir venir me voir jouer. Le soleil, le machin, tout ça. Et c'est un mauvais choix. À l'arrivée, je tombe dans un club ultra compliqué, ultra politisé. Van Gaal, pas forcément un mec hyper sympa, qui insiste pour me faire jouer numéro 6. Alors déjà que j'aimais pas trop beaucoup courir, alors là, jouer numéro 6 sur ce grand terrain du Nou Camp, j'étais totalement perdu, mais il insistait. Je vivais à l'hôtel, j'étais vraiment en galère. Enfin, c'était pas une bonne période. J'ai ma première femme qui fait je crois une fausse couche. À ce moment-là, on est à l'hôtel et tout, donc tout est un peu compliqué. Voilà, et je demande rapidement à partir parce qu'Aimé Jacquet met un ultimatum pour la Coupe du Monde 98 en disant ceux qui ne seront pas titulaires en janvier 98 dans leur club ne participeront pas à la Coupe du Monde. Donc je vais me donner toutes les chances. Et le club qui m'offre ma chance, il faut le reconnaître, c'est Marseille. C'est Marseille avec Roland qui me propose de venir à Marseille. Et c'est ma chance de pouvoir partir de Barcelone et d'être titulaire dans un club et de montrer ce que je suis capable sur un sprint final avec la Coupe du Monde qui arrive en juillet. Voilà, alors Van Gaal me fait le cinéma, je veux pas que tu partes, j'ai dû négocier presque en pleurs devant lui pour partir, je veux pas rester, j'en peux plus, je suis pas bien ici. Et lui il insiste, mais si, numéro 6, c'est un truc de fou, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Et j'arrive à partir, par bonheur, Il t'écoute pas en fait, toi. Et ça, non, il m'écoute pas. Il m'écoute pas du tout. Et j'arrive à Marseille, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai passé 6 mois à l'hôtel à Barcelone où j'ai pas très très bien mangé. Voilà, tout a été beaucoup compliqué. Je me blesse énormément. Je pense que le fait d'avoir bouffé pendant 6 mois à l'hôtel, L'hygiène de des vie. soucis de famille, hygiène de vie, n'était pas du tout au rendez-vous. Même si c'est une période où je sortais pas trop parce que j'étais quand même concentré sur mon club. C'était pas une période où je sortais, où j'allais pas en boîte de nuit, je buvais pas d'alcool et tout ça. Donc c'était pas Contrairement trop. à Marseille, ouais. Contrairement à d'autres moments, à Marseille ou à Bordeaux, je l'ai un peu plus fait, ça c'est certain. Mais là, pas du tout. Là, pas du tout. Mais voilà, et j'arrive blessé. Je suis souvent blessé, notamment des blessures musculaires. Roland Courbis m'envoie à Merano pour me nettoyer un peu le corps et tout ça. J'alterne le bon et le moins bon, et j'arrive surtout à accrocher une place en équipe de France, qui était l'essentiel. Et je fais 6 mois à Marseille, on va dire assez insignifiant. Et justement, en parlant de cette équipe de France et cette Coupe du Monde, donc 98, le Graal. Vous êtes champion du monde, extraordinaire. On en a tellement entendu parler, mais est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous faire part, à nous citer, dont on ne serait pas encore au courant? Bon, il y en a plein, mais celles qui ne sont pas sorties, il ne faut pas qu'elles sortent. Hein, sincèrement. Elles resteront dans les secrets des dieux. Elles resteront. Non, mais quoi dire sur cette Coupe du Monde? C'est un rêve absolu, tout se passe magnifiquement bien, tout est écrit, comme dans un rêve, comme dans un livre, je ne sais pas comment te dire, ce qu'on a vécu, c'est qui le fait qu'elle soit en France. Sincèrement, c'est impalpable, autant pendant qu'après, même après, ce qu'on a vécu après, avec l'Euro qu'on a enchaîné, partout où on allait, on était les Beatles. C'était irréel, c'était sincèrement irréel. Alors ça c'est intéressant justement de l'aborder parce que lors de la dernière victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France, qui n'est pas si vieille que ça, certains joueurs ont eu beaucoup de mal à digérer ce titre de champion du monde, et ça n'a pas forcément été votre cas à vous. C'est-à-dire que j'ai même tendance à dire que ce titre de champion du monde vous a donné des ailes par la suite. Oui, il a donné des ailes, mais on était sur une dynamique. On s'entendait tous vraiment bien. On était heureux de se retrouver. On avait envie que l'histoire se prolonge et continue. Faut quand même pas oublier qu'entre 98 et 2000, il y a eu des nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés, qui ont amené certainement un petit peu de concurrence. Certains diront qu'ils ont amélioré encore le niveau, notamment le niveau offensif de l'équipe par rapport à ce qu'on produisait en 98. Oui, on a continué sur cette belle dynamique qui s'est après écroulée en 2002. Après, en 2002, on était ridicule, on n'a pas gagné un match en Corée à la Coupe du Monde qui suivait. Mais oui, on était certains joueurs, voilà. En fait, Thierry Henry était très jeune, David Trezeguet était très, très, très jeune. Beaucoup de joueurs sont arrivés à maturité 2 ans après. On avait une équipe suffisamment forte pour pouvoir tenir 4 ans. Mais après, le foot, c'est des cycles. Toutes les équipes l'ont connu. Le Brésil, l'Espagne, la France, c'est des cycles. Et là, c'est vrai que ce cycle de 4 ans a été assez magique. Oui.
Alors pour en revenir à l'OM, la période 98-99, ce fut la période la plus aboutie depuis 1993, avec notamment le titre perdu à la dernière journée dans les troubles circonstances que tu viens de citer. Cette épopée européenne donc, qui reste dans toutes les mémoires. Et la fameuse bagarre générale à Bologne qui t'empêchait de disputer la finale, perdue contre Parme. Tu peux nous parler un peu de tout ça? Enfin, tous les supporters, une équipe incroyable déjà. Ouais, on avait une super équipe. Vraiment, il y avait de tout dans cette équipe. Il y avait tellement de qualités différentes, tellement de respect envers les uns les autres, aucune jalousie. Les remplaçants soutenaient les titulaires. Enfin voilà, c'était génial. Quel plaisir de se retrouver. C'est peut-être là-bas que j'ai mangé le plus souvent au restaurant avec mes coéquipiers, les mises au vert, on jouait à la pétanque, on jouait aux cartes, le bonheur d'être ensemble. Il y avait une espèce de hiérarchie qui s'était fait dans le vestiaire aussi. Enfin voilà, tout était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que ça sera certainement un de mes regrets, c'est de ne pas avoir réussi à couronner cette saison d'un titre, parce qu'on est vice-champion d'Europe, c'est pas un titre, et vice-champion de France, c'est pas un titre non plus. Alors même si les circonstances, avec la bagarre à Bologne, ou avec les Girondins qui vont gagner ce match à la fin au Parc des Princes, où les joueurs du PSG sont déjà en vacances. Oui, ça laisse beaucoup de regrets. Les circonstances n'ont pas été très favorables sur cette année-là, mais quelle saison exceptionnelle, quelle émotion, parce que le foot c'est des émotions, et là pour le coup on en a connu d'incroyables. Je t'en prie. Il y a une anecdote à ce sujet, et j'en ai parlé avec Romain Canuti, qui est journaliste au Phocéen, et c'est lui qui m'a soufflé la question. Il me dit, pose-la à Christophe, parce qu'on n'a pas dû lui poser beaucoup. Lui, il l'a posé à Roland, et tu vas comprendre. En fait, il y a un match particulier, c'est PSG-OM, ou OM-PSG, je ne sais plus, alors, par contre, où on mène 1-0, et Roland décide de te sortir. Et on finit par perdre 2-1. Contre Paris Saint-Germain, ce qui te coûte un petit peu le titre aussi, parce que tu perds des points très précieux sur ce match-là. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça? Parce que les supporters de l'OM n'ont toujours pas compris pourquoi tu étais sorti à ce moment-là. Roland a donné une explication à la Roland, tu vois. Donc on voulait avoir ta version. Je vais te faire une réponse à la Roland. Des fois, les joueurs ne sont pas en grande forme, et des fois, les entraîneurs ne sont pas en grande forme non plus. Ah, c'est pas mal. Non, mais après, tu sais, Roland, il est ce qu'il est. Il a sa manière de fonctionner dans la gestion d'un groupe. Roland, avant de parler football, il va te parler blessure. Voilà, c'est quelqu'un, Roland, qui aime anticiper les coups. Roland. Donc il aime voir toujours un peu plus loin le match d'après, voir le match encore d'après. On parle de ce match-là, il sort aussi, je crois, Fabrizio Ravanelli, et c'est vrai que ce jour-là, tous les deux, on est en pleine bourre, on mène 1-0, on maîtrise le match, et c'est vrai que je pense que Roland, dans son changement, il prévoit déjà le match d'après, voir le match d'après. Il le fait aussi à Lyon, je crois. Je crois qu'on a un match à Lyon où on est invaincu depuis je ne sais pas combien de matchs, où il met une équipe, on va dire, de titulaires bis, avec beaucoup de titulaires d'habitude qui sont sur le banc de touche. Les choses fonctionnent pas trop mal, et puis à la fin, on perd le match, même si on fait un match plutôt cohérent. C'est la gestion d'une saison, et ça, c'est pas facile pour un coach. Et Roland, comme beaucoup d'entraîneurs, veut tout maîtriser, mais des fois, il y a des choses qui sont immaîtrisables. Il a fonctionné de la manière dont il fonctionne toujours. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Après, on peut lui faire des reproches sur ça, mais on peut aussi le gratifier du nombre de matchs incroyables qu'on a gagné, la série qu'on en a gagné, le match retour OM Montpellier, même si c'est pas la même... OM Montpellier, même si c'est l'année d'après. Voilà, Roland, des coups, il en a réussi plein. Là, sur ces deux matchs-là, écoute, ça n'a pas fonctionné, et c'est sûr qu'à la fin, ça coûte des points, c'est certain. Alors, concernant encore l'OM, puisqu'on est dans le Phocéen, forcément, on a une question qui est revenue énormément sur les réseaux depuis l'annonce de ta présence dans l'émission, concernant un certain mépris que tu aurais envers les supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà, je savais que tu allais rire. Il fallait la poser, je savais que tu allais rire parce que c'est insignifiant en fait cette question, mais c'est bien parce que la réponse elle va être très importante.
C'est bien. Non, mais c'est pas insignifiant. Si les supporters, si Oui, beaucoup ils ont de vraiment vos supporters la posent, cette c'est que impression c'est de le ressenti rancœur. qu'ils ont. Mais qu'est-ce que ça veut dire mépris? C'est surtout ça, j'aimerais comprendre. Mm. Parce que si le mépris qu'ils estiment avoir de ma part, c'est parce que je critique les prestations de l'Olympique de Marseille, ou j'ai critiqué les prestations de l'Olympique de Marseille lorsque j'étais consultant ou commentateur, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière mépris. Parce que ça veut dire quoi, mépriser les supporters de l'OM? Oui, il n'y a Je rien de comprends pas ce que concret ça en veut dire. fait. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a rien de Ben, concret. C'est est-ce qu'ils préfèrent Paris, est-ce qu'ils préfèrent Marseille? Enfin, non il y a cette question qui est non, mais beaucoup là, revenue. On faut a que ça- l'impression faut que ça- qu'il a une rancœur depuis son départ à l'Olympique de Marseille. Alors, écoute, Même moi, au-delà. je ne comprends pas vraiment la question. Hein, donc, Non, mais Non, mais oui, non, ça a mais je dû pense qu'ils l'ont pris alors à mes excuse-moi, ouais. commentaires, je pense. Je pense que c'est surtout dû à ta situation de consultant par la Oui. suite, avec en Ouais. plus une période pour l'Olympique de Marseille difficile, que tu as bien été obligé de commenter et où tu as été parfois acerbe et peut-être que les supporters, et c'est un sentiment en tous les cas qu'ils ressentent réellement, ont pensé que tu avais une rancœur envers le club et que tu l'exprimais à travers des critiques continues, mais qui étaient aussi en rapport avec le niveau de l'équipe. Ouais, C'est un peu comme ça que j'ai envie de le verbaliser. Non, non, mais je vais vous y répondre. Au-delà des menaces que j'ai pu recevoir de la part de certains Ah oui, supporters de carrément. l'OM, Hein, enfin, au-delà du cambriolage. Non, non, mais ça c'était quand je jouais déjà, déjà à l'époque, tout ce qui s'est passé au Vélodrome, à la commanderie, lorsque je suis parti du club, on m'a cambriolé chez moi, on m'a volé ma Coupe du Monde. Au-delà des insultes, au-delà des menaces que j'ai vécues pendant 2 ans à l'OM. Je mets tout le monde d'accord, ça n'a absolument rien à voir. Et pour preuve, je vais te dire une chose, alors je dois être maso, quand j'étais à 2 doigts de finir ma carrière, je suis revenu en 2003 du Qatar, je pense que j'en ai encore dans les jambes, et je fais le forcing. Je crois que l'entraîneur à l'époque, le directeur sportif, c'est José Anigo, et l'entraîneur, c'est celui qui a fait venir Ribéry, là, comment il s'appelle Jean Fernandez? Jean Fernandez, exactement, et je fais un forcing pour revenir jouer à l'OM. Donc c'est te dire que ah ouais, malgré il y a tout ce que zéro j'avais mépris. vécu Hein. avant, je fais un forcing pour venir jouer à l'OM parce que je pense que c'est un club peut-être un peu torturé, peut-être parfois un peu compliqué, mais je le suis tout autant. Tout à fait. Hein. J'ai vécu le meilleur et le pire à l'OM. Ça fera partie de toute façon, quoi qu'il se passe, des 2 plus belles années de ma carrière de footballeur. Je regrette absolument pas d'y avoir joué. Après, lorsque j'ai été acerbe et critique envers l'OM, c'est mon travail, quoi. C'est mon travail. C'est le travail Mon travail, footballistique, c'est pas de dire ce ciblé. que je pense et d'être objectif. C'est pas contre des supporters, c'est pas contre un club. J'ai rien contre C'est pas l'OM, j'ai rien personnel. contre ce supporter, malgré les excès qu'il y a pu avoir pour certains. Il y a absolument rien voilà. Après, je suis pas non plus. Excuse-moi, mais je ne suis pas non plus Eric Dimeco. Eric Dimeco, c'est un supporter de l'OM. Il assume dans ses commentaires. Moi, je me suis toujours refusé à l'assumer. J'ai été très, très dur avec les Girondins de Bordeaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, c'est ton mon club de cœur. cœur. Voilà, j'ai été très dur avec le PSG. J'ai été très dur avec Marseille. Je suis très dur avec tout le monde, mais je suis aussi être gentil avec tout le monde. Donc, j'ai rien contre. T'as rien de contre personnel. l'OM, Hein. C'est pas ciblé. Hein. Tu veux un truc bizarrement, tu vois, je vais même te dire un truc. Chaque fois que je fais, ça m'arrive de temps en temps, on ne peut pas dire rarement, mais ça m'arrive de temps en temps. Chaque fois que je fais un rêve de foot, je rêve que je suis avec le maillot de l'OM. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi, mais ça a tellement été fort dans un sens comme dans l'autre. L'excès, il a tellement été important que je ne regrette pas parce que ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Tous ces excès, toute cette folie, c'était ahurissant, mais c'était tellement, tellement passionnant. Je te dis que j'ai voulu y retourner. José Anigo me fait dire qu'ils vont me contacter pour. Voilà, j'étais prêt à y aller gratuit. Je voulais rien du tout. Je voulais vraiment y retourner parce que je sentais que la fin n'avait pas été savoureuse. Il y avait eu l'épisode de la commanderie où on s'était fait agresser, où c'était compliqué, où j'avais voulu partir parce que là je trouvais que c'était devenu du grand n'importe quoi et ça c'était plus du football, il y avait trop, c'était parti beaucoup trop loin. Donc mais je regrettais d'être parti comme ça un peu de la sorte et voilà, moi c'est comme ça. Tu confirmes la rumeur comme quoi tu étais sorti dans le coffre de la voiture d'un coéquipier à l'époque? Non, tu confirmes pas, c'était des fausses rumeurs, on est d'accord. Alors ça, c'est une anecdote absolument ridicule. Je ne suis jamais sorti de ma cour de coéquipier. Ça s'est passé avec Reynal Pedros
et Lechkov. C'est une autre époque. Alors, je sais que les gens à Marseille, on aime bien raconter des histoires. Je sais que la sardine, elle a bouché le vieux port. Je le sais très bien. Mais ça, c'est absolument faux et archi faux. Moi, je sors de la commanderie à l'époque. Je sors avec Robert Pires. Je crois qu'il y a une Mercedes classe A avec le siège brûlé parce qu'ils ont mis un fumigène. Mais jamais je suis sorti dans un coffre de la voiture. Et sincèrement, je préfère sortir les pieds devant que dans un coffre de la voiture. C'est pas mon caractère. C'est pas comme Oui, ça. te connaissant, on ne te voit pas dans un Ah coffre. non, mais jamais quelqu'un me mettra dans un coffre de la voiture pour sortir. Je prendrai les risques qu'il y a à prendre, mais ça, c'est pas moi, mais si ça entretient le mythe, écoutez. Non, mais Ouais, c'était bien, ça fait le buzz. justement que tu puisses y répondre. Oui, c'est ça C'était qui est bien, très bien. c'est que ça permet, l'émission, elle permet justement de régler certaines choses, même si tu t'en fous en Exactement. soi, hein, Oui. t'as rien à prouver. C'est pas très grave. Voilà, tu t'en tapes. Mais je veux dire, ça, c'est bien parce que ça permet de recadrer certaines choses quand même. Parce que toutes ces années où tu entends tellement, pas sur toi, sur tous les joueurs, de folles rumeurs, et il faille attendre, c'est bête qu'il faille attendre des fois 20 ans pour que ça sorte, pour régulariser le truc, même si ça ne va pas t'empêcher de dormir. Mais voilà, en tout cas, nous, on est contents de t'avoir permis. T'inquiète pas, cette mise au point n'empêchera pas. Oui, on dira, mais en on tout cas, elle est continuera. faite. En tout Voilà, cas, elle est faite, exactement. elle va circuler. Mais une relation passionnée en tous les cas avec l'Olympique de Marseille, parce que C'était passionné génial. de Sincèrement, tous les extrêmes. sincèrement, ce que j'ai vécu, c'était génial la première année. Cette passion, cet ADN. Après, voilà, après il y a des débordements qui sont inadmissibles, mais c'est tellement passionnant. Et si t'as pas un jour joué à l'OM, voilà, c'est particulier. C'est que t'as pas vécu ce qu'il y a de plus fort en France. Ça c'est certain. Cette phrase, elle est extraordinaire. Enfin, elle m'a mis les frissons. C'est sympa. Ouais, parce que c'est vrai, si t'as pas un jour joué à Il l'OM, manque un truc. et c'est ce qu'on Mais entend fierté. chez les petits déjà qui jouent dans des clubs tels que celui de mon Ouais, fils. mais Tu non, mais entends déjà ça à mon 9-10 ans, quoi. Chez les bien petits sûr, Marseillais, mon t'entends cœur ça à est, 9-10 mon ans. cœur est, mon cœur est scapulaire et Bordeaux, c'est mon club et tout ça, mais voilà, Marseille, ça reste un endroit à part avec sa folie où on peut s'y acclimater ou pas. Mais l'émotion, mon Dieu, ce que tu vis là quand tu rentres dans ce vélodrome, quand tu entends cette musique, quand tu vois cette passion et tout ça, ça te déclenche émotionnellement, ça te déclenche des trucs. J'en ai vécu d'autres avec Bordeaux, qui étaient extraordinaires aussi. Mais Marseille, c'est cette à part. dinguerie, quoi, cette folie, c'est surréaliste, quoi. C'est une religion, Marseille, le foot. Et Ouais, je profite, ouais. je saute Profite, dessus, profite. je saute dessus parce que toute cette folie, je crois que c'est, et tu en as un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, elle est représentée par ce match incroyable contre Montpellier, où vous perdez 4-0 à la mi-temps. Voilà, C'était chaud, hein. tout le C'était monde, chaud. voilà, tous Ouais. les Marseillais s'en souviennent. Je te laisse la parole. Ouais. Non, mais c'était chaud parce qu'en plus, c'est un truc compliqué encore là aussi parce que la veille du match, on est à Fuveau, la mise au vert à Fuveau, et il y a la Juventus de Turin qui me veut, et Roland veut que je parte, ou le directeur sportif, je me souviens un peu à l'époque. Voilà, en gros, c'est fait pour que je parte. Et moi, la veille, voilà, c'est la mise au vert. Et je dis, non, je pars pas, je reste à l'OM, je suis très bien. J'ai vécu une année 98-99 extraordinaire. Je suis posé, je suis chez moi, j'ai ma famille, mon fils va naître. Enfin, voilà, il est hors de question. J'avais connu le Milan, j'avais connu Barcelone, je pars pas à la Juventus. J'avais Zizou au téléphone qui me disait, écoute, chez nous, c'est compliqué, Lippi va peut-être pas rester. Enfin, le club était pas très stable non plus. Puis je voulais rester à l'OM. J'étais tellement heureux là-bas que je voulais pas. Et donc je rentre un peu en conflit avec Roland, qui avait déjà préparé mon départ, le mec qui allait me remplacer, enfin bon, tout ce qui devait se faire, lui et les dirigeants, bien sûr, quand je dis Roland, c'est lui et les dirigeants et le président. Et je mets mon veto, je dis non, je pars pas, donc je me retrouve remplaçant, et puis il y a ce match le lendemain, pas dans les meilleures conditions. Et là, donc je suis remplaçant, et puis 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Deux premiers changements, c'est pas moi. Donc le troisième, je me dis voilà, je vais rentrer, je m'échauffe derrière le but, et là j'entends les supporters avec les mégaphones, qui vient avec moi leur casser la voiture, le machin. Je m'échauffe, je reçois des trucs sur la tête. Enfin bon, le truc, un carnage. Je me dis oh là, je vais rentrer dans ce match 4-0, ça va être horrible. Et puis écoute, et puis le miracle se produit. L'improbable se produit, et là les planètes qui s'inversent.
et des Montpelliérains qui savent plus jouer au football, et nous qui réussissons tout ce qu'on entreprend. C'est la cour des miracles. Voilà. C'est un vrai miracle du football, une remontada avant l'heure. Ce qu'on aime dans le foot. Hein. Mais c'est vrai que d'avoir vécu ce match en tant que supporter à l'époque, je me souviens de cette magie du stade, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont barrés à la mi-temps. Ouais, bah, mais le stade tremblait. Hein. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression que la pelouse tremblait aussi tellement. Voilà, ça vibrait tellement le stade était en ébullition, en folie, mais c'était quel souvenir incroyable. Et il y a un point commun, j'allais dire, entre l'état d'esprit de Christophe Dugarry pendant ce match, parce que c'est un petit peu aussi, on va dire, un petit sentiment de revanche, on va dire, que tu ressens à ce moment-là par rapport aux critiques, par rapport à beaucoup de choses. Un peu ce que tu as vécu en 98 aussi. C'est-à-dire, à l'époque, la presse s'attaque à Aimé Jacquet, s'attaque à toi avant la Coupe du Monde. Et tu as ce moment-là de plaisir personnel où tu te dis, quand même, quoi. Oui, bah oui. Ah bah oui, non, mais c'est clair que quand tu es critiqué et que tu réponds par le positif, forcément, tu dis c'est bien fait pour vos gueules. Oui, ça c'est évident. Mais là, plus que là, je crois pas que j'avais été trop chahuté par les supporters ou quoi. C'était plus avec Roland, où j'étais en froid avec Roland, où voilà, il y avait ce truc là qui m'avait pas beaucoup plu. Et là oui, là c'est pour moi c'est une espèce de revanche sur le fait que je sois remplaçant, sur le fait que il y a 2 remplaçants qui rentrent avant moi, qui suis le dernier à rentrer dans les 20 dernières minutes. J'ai l'impression qu'ils m'envoient plus au casse-pipe qu'autre chose à 4-0. Je me dis mais attends, c'est quoi ce cadeau empoisonné? Donc oui, c'est une forme de petite revanche. Oui, je m'en cache pas. Mais et puis ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais, ça soulage, ça fait du bien. Exactement. Ouais. Je t'en prie. Et ce qui fait moins du bien, c'est que tu nous laisses pour Bordeaux. Et on veut savoir dans quel état d'esprit tu es parti. Non, je suis parti, j'ai fui, j'en pouvais plus. Ouais, c'était un ras-le-bol. Ouais, non, mais là, ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Il y a eu l'histoire de la commanderie, après le match Saint-Étienne-Marseille, où là, on parle plus football, on parle plus d'hommes, on parle plus de courage, on parle plus de coronesse, on parle de n'importe quoi. Et là, c'est plus une vie. Là, tu penses à ta famille, tu penses à toi, et voilà, et tu te dis bon, mais c'est bon, je les laisse avec leur folie, avec leur ineptie, c'était plus du foot, c'était n'importe quoi. Donc là, merci, moi, j'aime le foot, et j'ai adoré porter ce maillot, mais après ça va trop loin. Il faut penser à soi, et j'avais envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. 2 ans à l'OM, sincèrement, c'est déjà beaucoup. Dans la période que j'ai vécue, avec tous ces hauts, tous ces bas, c'était voilà. Donc j'ai senti que là, il fallait que je parte, et j'annonce mon départ. Et je crois que 3 heures après, c'est là à l'époque où je me fais cambrioler et je me fais piquer ma Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est la seule chose qui m'ont piqué, c'est ma Coupe du Monde. Certains devaient penser que je la méritais pas. Ouais, pas cool. Tu parles de folie, je profite pour une parenthèse, si tu nous le permets évidemment. Il s'est passé, et là on revient sur l'actualité, il s'est passé ce qui s'est passé lors du match entre Nice et l'Olympique de Marseille il y a quelques jours. Là aussi on parle de folie de supporters, etc. Et puis tu as toujours un avis très, très avisé justement à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu? On connaît les sanctions. Tu as un avis là-dessus? Sincèrement, c'est ahurissant. C'est ahurissant ce qui s'est passé, parce que les mecs, ils n'ont pas vu de foot pendant des mois et des mois, et à l'arrivée, il se passe ça. Je ne comprends pas ce qu'il y a dans leur tête. Je vais te dire une chose, c'est un peu pour ça aussi que moi je suis sorti du foot et des médias, sincèrement. Entre ce qui s'est passé avec le Covid, les clubs qui se détestent entre eux, les dirigeants, les présidents qui se détestent entre eux, chacun joue sa partition, les supporters qui à un moment ou un autre deviennent fous et n'apprécient plus le football à ce qu'il est, quoi. C'est du foot, on dit jouer au football. Ça m'horripile, voilà, j'ai l'impression qu'il faut sortir là-dedans. J'ai alors 50 ans. Au bout d'un moment, je me dis, voilà, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de sortir de ce football-là qui devient dingue, qui devient fou. Ça devient ahurissant entre les salaires des joueurs, le trading, l'orientation, ce qui est devenu aujourd'hui le football à tous ces niveaux. Sincèrement, je trouve ça ahurissant, affolant. C'est un football que je comprends pas. Alors, j'ai essayé de le comprendre, mais je trouve ça ahurissant. Après, les sanctions, j'ai l'impression qu'elles sont un peu gentilles, quoi. Elles sont un peu gentilles. Voilà, un point juste pour Nice, match à rejouer. Voilà, je pense que si on veut éradiquer le problème, il faut des sanctions
exemplaires. Alors, je ne sais pas sur quelles vont tomber ces sanctions. Ça sera sur Nice, ça sera sur Marseille, ça sera sur Paris, ça sera sur Bordeaux, je n'en sais rien. Mais à un moment ou à un autre, il faudra faire un exemple. Autrement, ce genre de sanctions n'empêcheront pas d'autres supporters ou les mêmes de refaire la même chose. Et je pense qu'il est là le problème. C'est qu'il faut éviter que ça se reproduise. Mais ce n'est pas avec ce genre de choses. Quand il y a des problèmes graves, il faut des sanctions graves. On parle du foot anglais aujourd'hui, qui est le meilleur championnat au monde à regarder jouer. C'est eux qui avaient le hooligan. Et ils ont eu des sanctions fortes pour que ça ne se produise plus. À un moment ou un autre, qu'est-ce qu'on veut faire? Et on a toujours l'impression d'avoir des gens qui n'ont pas beaucoup de courage dans les instances pour sanctionner. Alors, est-ce qu'il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des lobbying? On ne va pas faire la peine à l'un, pas faire la peine à l'autre. Mais à un moment ou à un autre, celui sur qui ça va lui tomber sur le coin de l'œil, le club sur qui ça va tomber, ça va leur coûter très très cher. Et tant pis pour eux, mais il faudra que ça arrive. Autrement on continuera comme ça. Et justement, est-ce que tu penses que si ça s'était produit à Marseille, ça aurait été plus sévère? C'est ce qu'on entend beaucoup. Ouais, non, mais j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Marseille, ils ont eu leur lot d'excès aussi, comme dans d'autres clubs. Ils sont pas toujours bien comportés. Des fois, ils se comportent très très bien aussi. Voilà, c'est partagé. Voilà, c'est partagé. Alors, j'ai vu des choses. Christophe, À Lyon, ce qui s'est passé au Lyon. Là, ce qui s'est passé à Lyon aussi, c'était fou ce qui s'était passé à Lyon. C'était quoi, l'année dernière ou il y a 2 ans? Ouais. C'était ahurissant avec les supporters et tout ça. C'était ahurissant. Mais je reformule la question de Marjorie. Si ça avait été Bastia, ça aurait peut-être été plus simple de les sanctionner durement. C'est une question. Hein. Je sais pas. C'est pas. Sincèrement, tu sais, je les comprends tellement pas dans les instances, dans les dirigeants, là, toute cette équipe là d'artistes là. Tu sais pas qui est quoi, qui fait quoi. Écoute, ils se détestent tellement les présidents, les uns des autres. Mais si tu savais la haine qu'ils ont les uns envers les autres. Les coulisses, on n'est pas conscient. C'est ahurissant. Donc, ils ne peuvent pas trouver de compromis, ils ne peuvent pas trouver d'accord. Donc, c'est les forces en présence, les uns, les autres. Mais tu n'imagines même pas ce que ça représente. Ils se détestent, ils n'aiment pas le foot. Ils n'aiment pas le foot. Donc, Ils ne sont pas là pour ça, quoi. Ouais. Mais non, ils ne sont pas là pour ça. Ça devient des prises de pouvoir. C'est même plus la passion du foot, c'est plus Pape Diouf, c'est plus Bernard Tapie. C'est pire maintenant, Faut pas croire avec l'argent qu'il y a, les sommes astronomiques, le Média Pro, tout ce qui s'est passé, et tout, mais c'est ahurissant. C'est en s'arrangeant, quoi. Mais non, déjà quand il y avait moins d'argent, ils ne faisaient pas de cadeaux, alors imagine maintenant. On en est bien conscient. Bon, enfin, n'oublie pas que tu nous laisses quand même, et tu pars donc 3 années à Bordeaux. Ouais. Une coupe de la Ligue, une brasserie à acheter, une brasserie revendue. Et ensuite, après l'Italie et l'Espagne, tu pars découvrir le championnat en Angleterre. Ouais. Voilà, tout ça en 3-4 ans. Tu vois, j'ai regretté l'Angleterre. Alors, j'ai pas été dans un grand club, j'étais à Birmingham, mais à l'époque, c'est une expérience. Je veux partir de... Non, mais alors écoute, je pars de Bordeaux parce qu'il faut que je parte de Bordeaux parce que on a fait un match de Coupe d'Europe en Belgique, je ne me souviens plus le nom du club, et je me bats avec un de mes coéquipiers dans le vestiaire, Eduardo Costa. Et bon, ça va quand même assez loin sur une connerie qui arrive sur le terrain, il ne me passe pas le ballon, je lui donne moi le ballon, il m'insulte, on est à côté dans le vestiaire, enfin bon, ça part en saucisse. Et là, je me rends compte que la nouvelle génération, je ne la comprends pas, que déjà, ça commence à être totalement différent de moi. Et je vais voir le président le lendemain, je dis, écoutez, il faut que je parte. Alors que j'avais un long contrat où je pouvais me reposer tranquille. Et je me retrouve en Angleterre à Birmingham, un club pas huppé, mais qui m'accueille les bras ouverts. Et ça a déclenché chez moi un regret de ne pas avoir joué avant en Angleterre. Parce que c'est vraiment la mecque du foot, quoi. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, ouais, c'est extraordinaire. C'est les supporters, tu gagnes, c'est bien, tu perds, c'est bien, ils t'applaudissent. J'ai vu des choses qui sont extraordinaires là-bas pour le football. C'est l'intensité, l'arbitrage, voilà, où ça laisse jouer, où c'est l'investissement des uns des autres et tout. C'est génial. C'est génial la Première Ligue. Et en plus, tu avais un profil de joueur qui aurait pu largement convenir au championnat anglais en plus. Ouais. Un excellent jeu de tête, une présence physique, technique. Bah oui. Ouais, je fais 6 mois là-bas. Après, j'ai Tottenham qui me veut. On trouve pas un accord financier, mais c'était Glenn Hoddle l'entraîneur. Oui, j'aurais pu rester et faire un peu plus là-bas. Bon, écoute, c'est comme ça, mais j'aurais dû y aller avant. J'aurais dû gommer l'Espagne et j'aurais dû partir directement en Angleterre. Au final, il te manquait que l'Allemagne. C'est vrai, hein, c'est rare d'avoir fait autant de. J'aurais bien aimé une aussi, grande carrière quand même. Ouais, pas trop mal. Ouais. C'est vrai, hein, il manque que l'Allemagne. Donc, de par l'Angleterre, tu as un titre de champion d'Europe en 2000
Et c'est Ouais. le doublé historique. C'est quand même dingue, hein. Avec Voilà, l'équipe quelle de France, finale. du 98-2000, Mm. ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Oui, oui, mais l'enchaînement, il est incroyable. L'enchaînement, il est fou. C'est tellement difficile de confirmer en football. Là, voilà, la surprise, elle peut avoir lieu, mais le plus difficile, c'est de confirmer. Et on arrive à confirmer 2 ans après. Alors, pas 4 ans après, mais 2 ans après. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et ensuite, donc, fin de carrière au Qatar et fin de Oui, mais carrière en là, 2005. oui, c'est un choix purement financier. Où, voilà, j'ai pensé à arrêter ma carrière. Pourquoi pas, après l'Angleterre, j'ai des petites douleurs au genou. Et puis le Qatar vient me voir pour aller là-bas. Et j'y passe 6 mois, mais c'est un choix purement financier. Ouais. Alors nous, on a une question qu'on pose à chacun de nos invités. On Ouais. aimerait savoir ton ressenti donc, sur la fin de ta carrière, ton dernier match en tant que pro. Enfin, qu'est-ce qui te manque le plus en tant que footballeur? Alors écoute, Est-ce que tu as de j'ai la commenté. nostalgie ou plus du tout? Pas, pas du tout. Les petites nostalgies que j'ai eues, c'est quand j'ai commenté les matchs, le Classico, voilà, au MPSG, où là, je me Ouais. suis, tu vois, ça m'a un peu titillé à me dire, putain, quand même, c'était bien et j'aimerais bien en rejouer, hein, tu vois. Mais après tout le reste, j'ai arrêté, j'avais plus envie, j'avais fait le tour, je sentais que c'était le moment, j'ai jamais de regret d'arrêter ma carrière ou non, non. Et, J'étais heureux d'arrêter, j'ai arrêté au moment où il fallait. et c'est la raison pour laquelle, Christophe, tu n'as pas forcément entamé une carrière d'entraîneur. Bon, tu as eu des exemples de tous les joueurs qui t'ont suivi pendant toutes ces années. Ouais. Toi, tu n'as pas eu envie de ni directeur sportif, ni entraîneur. Non, mais je peux pas. Je peux pas. Mon caractère fait que, voilà, je peux pas. Je suis trop impulsif, je suis trop caractériel. Voilà, il faut être Posé. conciliant. T'es entraîneur, il faut être, voilà, je sais pas le faire aujourd'hui. Et puis en plus, alors imagine avec les footballeurs d'aujourd'hui, voilà, qui ont des agents, des machins, Jorge des ci, Sampaoli. non, mais je serais incapable de gérer ça. C'est pas possible. Non, non, j'ai un trop fort caractère. Il faut, il faut être, voilà, il faut savoir. Faut travailler à l'ONU pour être entraîneur de Il faut football de la aujourd'hui avec diplomatie, du tact, ouais. mais ouais, les égos des uns des autres, la diplomatie, le tact, faut pas les vexer, faut pas si. Moi, je suis à Surtout l'ancienne, aujourd'hui, moi. hein, avec les stars, c'est Non, compliqué, hein. mais nous, quand on avait un problème, nous aussi, on avait des stars à l'époque, mais nous, quand on Mm. avait un problème, on réglait dans le vestiaire et ça se regardait dans le blanc des yeux. Et puis le problème, il était réglé en 2 minutes. Là, il faut faire attention à qui tu parles, de la manière dont C'est ça. tu parles. Le joueur, il va pas jouer, il va dire qu'il est blessé, il va dire qu'ici. Nous, tu avais un problème, ça se réglait dans Entre le vous, vestiaire. Là, là, ouais, c'est les entre nous. avocats. Puis là, c'est la folie. Les joueurs ont des égos surdimensionnés. Le mec, il réussit 3 matchs, il se prend pour un Mbappé. Non, je suis incapable de faire ça. Et c'est pas possible. Non. T'aurais été un entraîneur à la Sampaoli sur le bord Mm. du terrain? C'est une bonne question. J'aurais été un bon hystérique, ça c'est sûr. Tu ferais les sympas? Je sais pas, mais après je suis dans l'humain, moi, tu vois, je suis dans l'humain, j'aime tellement ça, l'humain. Tu vois, le mec, t'es dans un engagement, t'es dans un truc, tu vois, je te regarde dans les yeux, on va où, qu'est-ce qu'on fait tous les deux, on y va pas, on se fait confiance, on croit l'un en l'autre. Moi, je suis dans l'humain, j'aime ça. J'aime ça, moi chaque fois, j'ai baissé mes salaires pour jouer dans certains clubs, voilà, je suis pas malheureux, je suis heureux, je suis heureux de ce que j'ai fait, tout ça, mais je suis dans l'humain, moi je suis dans le partage, j'aime ça. Et là, ils sont plus dans l'humain. Quand tu vois le nombre de joueurs que j'ai commentés qui me disent qu'ils ne regardent pas les matchs de football, mais comment tu peux ne pas Mm. regarder les matchs de football? C'est ta vie, c'est ta passion, tu ne regardes pas les matchs, mais je trouve ça ahurissant. Voilà, ça t'empêche pas de déconner, ça t'empêche pas de faire l'idiot, ça t'empêche pas d'aller boire des coups, ça t'empêche pas d'aller au restaurant, ça t'empêche pas. Mais putain, mais le foot c'est passionnant, c'est un kiff, c'est un rêve, c'est pas tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, bien évidemment que c'est qu'on l'aime bien, nous aussi on l'a aimé, mais ça ne doit pas être la priorité. Et aujourd'hui, il y en a pour qui c'est la priorité. Et justement, Steph, quand tu parles de Jorge Sampaoli, qu'est-ce que tu penses de cet entraîneur, de Longoria, du magnifique quand même travail qu'il fait depuis qu'il est président, Ouais. dans son Bah, investissement, dans le recrutement, dans tout c'est Qu'est-ce que tu réussi, penses hein. de l'OM Sincèrement, actuel? Ah ben moi j'ai été surpris. Après, c'est vrai qu'il est Sampaoli, il est OM compatible, hein. C'est sûr qu'il a ce grain de folie qui fait que sur le papier, il paraît être la personne qu'il faut. Dans son attitude, c'est important, hein, l'attitude à Marseille. Donc il est parfait dans ce rôle-là. Et puis écoute, ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne bien avec son président. Longoria, il est surprenant, hein, ce qu'il a réussi à faire sur le marché des transferts.
Bravo, hein, sincèrement, c'est fort. Après, il faut mettre tout ça en place sur le terrain. Moi, ce que j'ai vu pour l'instant de l'OM, écoute, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt très intéressant. Donc C'est ça suit son encourageant. cours. Ça peut être, ah oui, c'est très encourageant. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi encourageant à l'OM. Voilà, il se passe quelque chose. Tout le monde a l'air sur la même longueur d'onde. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters. Il y a l'air de se passer quelque chose. Tout le monde, on sent les uns derrière les autres. Moi, j'aime bien. Sincèrement, Mm. ce que je vois, je trouve ça bien. Après, je suis assez surpris d'un truc à l'OM quand même, c'est qu'on nous a expliqué pendant des mois et des mois qu'il n'y avait pas d'argent. Et ils arrivent à recruter, à faire venir, à machin, à ci, à là. Je sais pas qui c'est le comptable du truc, mais il est aussi très très fort parce que non mais j'ai lu qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il fallait voilà vendre tout ça. Ils n'ont pas réussi à vendre et pourtant ils arrivent toujours À à faire acheter, du bric-à-brac. Donc ce Longoria il est il est sincèrement très malin. très fort. Il doit se faire prêter des joueurs, il doit se faire des trucs et tout. Sincèrement bravo, c'est un vrai directeur sportif. Alors, tous les supporters de l'OM se posent la même question que toi, Christophe, et en observant ce Ah ouais. magnifique mercato dans le contexte que tu as décrit. Alors, il y a pas mal de paramètres, mais on en parlera Ouais. certainement à l'occasion. Ok. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que c'est surprenant dans le contexte actuel, et surtout que l'OM a été pratiquement le seul et club aussi actif sur la période des Bah transferts. oui. Et c'est tout à fait légitime que tu te poses la question et que tout le monde se la pose. Mais évidemment, Franck McCourt n'est pas étranger à Mm. cette Ah il a bien. situation. Et Il a bien. les négociations de Longoria, le travail de Longoria, comme tu l'as dit, c'est beaucoup des montages Ah, bah, très c'est fins bien, hein. qui permettent d'accueillir un maximum de joueurs. Et aussi des gros salaires qui sont partis. Bah oui. Bah, bravo à Voilà, lui. Bravo. Ouais. C'est là qu'ils sont partis et des joueurs qui ont fait comme tu as pu faire, c'est-à-dire baisser leur salaire. aussi. Il y a du bricolage de la part de tout le monde. Et comme tu dis, c'est un l'OM très soudé qui est actuellement. Ouais. Et je pense que tu te serais bien vu dans un l'OM comme ça. Et oui, parce Nous, que on tu t'aurait es bien dans vu en tous les cas. l'humain. Tu es dans l'humain et là, apparemment, c'est une belle Quoi période. qu'avec Ouais, Sampaoli, ça aurait pu faire Oh des putain. étincelles quand même. Ou pas, ouais, ça mais tu aurait sais, été vraiment ton meilleur pote. Ouais, mais tu sais que paradoxalement, tu as besoin d'un mec comme ça, tu l'accompagnes, tu le suis. Mm. Après, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas le fait qu'il ait un gros caractère. Et je crois qu'il a envie d'avoir des mecs qui ont du caractère aussi sur le terrain. C'est pas le problème. Mais après, il faut être dans la même direction, il faut s'accompagner, tu as envie de le suivre. Le mec, c'est Mm. ça que tu aimes, un leader. Te Roland Courbis, transporte. Roland et Sampaoli, t'en es pas très très loin, hein. Ouais. Roland, C'est il pas y a 20 faux. ans avant, moi je l'ai vu Roland des motivations d'avant-match, des réunions d'avant-match dans le vestiaire. Je peux te dire que les boutons de la chemise, ils explosaient, hein. C'est Roland, il a rien à Sampaoli, ou Roland a rien à envier à Sampaoli, hein, ça c'est certain, hein. C'est les cousins. Ouais, ouais. Pour revenir à toi, donc ton après-carrière de footballeur, tu te convertis donc dans le domaine des médias, consultant, commentateur sportif, donc Ouais, France TV, Canal+, RMC. Je regarde les fiches parce ouais. qu'il y en a tellement que en fait, je vais Ouais, m'arrêter, j'en je ai eu vais te beaucoup, laisser ouais. parler. Ouais. Oui, écoute, c'est arrivé par hasard, hein, sincèrement, c'est arrivé par hasard. Vu l'image que j'avais dans l'opinion publique et dans le football, où je faisais pas l'unanimité, c'est le moins qu'on pouvait dire, avec beaucoup sifflé, beaucoup critiqué dans les stades et tout ça. Je m'imaginais pas qu'une chaîne, un gros patron de chaîne, puisse penser à moi pour aller commenter des matchs de football, et c'est pourtant ce qui s'est passé avec M6. M6 qui est le président de Taverneau. Alors certes, je le connaissais des Girondins de Bordeaux. Et la Coupe du Monde en 2006, il pense à moi pour commenter. Je dis, bah, vous êtes sûr? Je fais quand même pas l'unanimité. Je suis un personnage assez clivant, voilà, et tout ça. Et puis, écoute, je fais cette Coupe du Monde en Allemagne. Ça se passe super bien. J'ai adoré commenter. Il s'est avéré que j'étais pas trop maladroit pour faire ça. Et puis voilà, donc j'ai fait cette Coupe du Monde. Et puis ensuite, j'ai enchaîné Canal Plus sur 10 ans. Et ensuite, RMC sur 4 ans. C'est une belle après-carrière parce que ça a Et Oui, fonctionné, hein. oui, oui, un peu bizarre, un peu inespéré, pas dirigé. Pas Mm. dirigé, les choses sont venues à moi et je me suis lancé, j'ai fait ça avec mon cœur, avec ma franchise. Mm. Voilà, je me pose pas de questions. La team du gars, ça a cartonné. Ça a bien fonctionné, ouais. Ouais, écoute, ça a bien fonctionné. On a été heureux, on avait une bonne équipe. Bon, par moments, c'est fatigant, c'est une machine à laver, hein, pendant 2 heures. Et puis surtout que moi, je me ménage pas. Alors, par bonheur, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc j'ai échappé à toutes les déferlantes, tous les moments de colère qu'ont pu avoir certains supporters après certaines de mes réactions ou de mes commentaires, hein. Mais non, j'écoute, c'était intéressant, mais c'est quand même très, très usant, très, très prenant. Bien RMC, sûr.
une émission à soi pendant 2 heures, c'est quand même compliqué. Ouais. Et du coup, tu as stoppé net, tu as souhaité t'écarter du monde médiatique et footballistique, évidemment. Ouais. Comment tu images ça? C'est un écœurement du monde du football, comme tel que tu le décrivais un petit peu avec tous ces excès, ou c'est un besoin de souffler? Un peu de tout. Un peu de tout. Sincèrement, voilà, un peu de tout. L'actualité est riche, hein, il y aurait eu plein de choses à dire, mais un peu de tout. L'orientation que prenait le football, ça me saoulait. J'avais l'impression, comme il n'y avait pas beaucoup de choses de bien qui se passaient à mes yeux, j'avais l'impression d'être tout le temps en train de fracasser, tout le temps en train de défoncer, tout le temps en train de... Voilà, parce que je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait, en dehors comme sur le terrain. Voilà, et puis j'avais envie de prendre du temps pour moi. Après ma carrière, j'en ai pas pris parce que j'ai enchaîné de suite sur les commentaires. J'avais envie de prendre du temps pour moi. Voilà, j'avais ma famille, mes enfants. J'avais envie de faire le tour du monde du golf. J'avais envie de prendre du temps pour moi et ma famille. Et je sentais que j'avais fait le tour, voilà, de Canal et de RMC. Alors je te dis pas qu'un jour j'y retournerai pas. Il faut jamais dire jamais. Mais là, j'avais besoin vraiment de prendre du temps pour moi et de me sortir de ce football-là. Quels sont tes projets, Christophe, aujourd'hui? Mes projets, c'est de voyager et de jouer au golf. C'est bien ça. C'est plutôt pas mal C'est comme un beau projet. projet. Ouais. C'est un beau projet. Je viens d'avoir un petit garçon aussi qui a 1 an, donc profiter de mon fils, profiter de mes grands aussi. Merci beaucoup. Donc non, profiter de la vie des gens que j'aime, de mes parents qui vieillissent, donc passer du temps avec eux, de voir un de mes frères qui vit à l'étranger. Voilà, profiter des miens. J'ai besoin de ça, ouais. Tiens, c'est Massilia qui dit, Massilia sur Twitch, hein, on est en direct, qui nous demande: la porte est toujours ouverte pour un comeback dans la team du gars ou pas? Alors écoute, je ne sais pas si un jour je reviendrai à RMC, mais je ne reviendrai pas de la même façon. Ça c'est sûr, il n'y aura plus de team du gars, une émission à mon nom pendant 2 heures où il faut venir à Paris, où il faut tout ça. Non, je ne le referai pas. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le football, je ne vais pas radoter toute ma vie. Voilà, j'ai ma vision du foot, elle est ce qu'elle est. Je ne prétends pas détenir la vérité, loin de là, mais voilà, être un pion autour de la table, pourquoi pas. Mais après, faire sa propre émission et tout ça, encore comme ça, non, je pense pas. Non. Alors j'ai une autre question avant de passer au petit questionnaire rapidement, mais si jamais tu veux revenir différemment, que tu veux une place... Excuse-moi, juste une question, il y en a pour combien de temps encore là? Là c'est très, très rapide. Ouais, 10 minutes. Non, c'est juste pour... Alors écoute, ça pour ne la me dérange batterie absolument pas, on peut rester encore 1 heure, c'est juste pour la batterie. Voilà, on va faire très vite, Christophe. Donc j'allais te dire, si tu cherches vite fait un truc autour d'une table sympa, il y a le talk show du Phocéen, on serait vraiment ravis de t'accueillir autour de la table et tu aurais de quoi faire. Hein. N'hésite pas. Allez, on y va. C'est gentil. On va faire vite, c'est des petites questions très courtes, il y en a une dizaine, donc tu réponds. Voilà. Ton trait de caractère? Principal. Mon trait de caractère principal, je suis impulsif, mais il faut les défauts ou les qualités? Non, juste ton trait de caractère. Le principal défaut, c'est après. Hein. Tu peux faire 2 en 1. Hein. Ouais, je suis impulsif. Ok, ça va avec le défaut? Ou t'en as un autre? Ça va avec le défaut, je crois que c'est mon principal défaut, ouais. Okay. Mais j'ai plein de qualités, hein. T'as la question sur les qualités? Non, c'est vrai, on l'a pas. Mais vas-y, Bah, généralement, en fait, la première, c'est les qualités. Alors, qualité, pour un mec impulsif, c'est plutôt utile. Je ne suis pas rancunier du tout. Et je suis, ça va en étonner certains, mais je suis un vrai gentil. Voilà, je suis un vrai gentil, je dis les choses. Avec moi, l'avantage, c'est que tu sais à qui tu as affaire et à quoi tu as affaire. Quoi. Voilà, mais souvent, les vrais gentils, c'est ça. C'est ceux qui disent vraiment ce qu'ils pensent. En fait, c'est la sincérité, Christophe. Mais oui, c'est mal interprété, c'est tout. Voilà, et au moins tu sais, et plus je suis pas rancunier, donc les choses passent assez vite, quoi. Oui, c'est pour ça, sur la table du Phocéen, tu serais bien. Hein, c'est pas rancunier, il est gentil, au final. Ton joueur préféré, qui t'a le plus impressionné avec toi ou en dehors de ta carrière, aujourd'hui ou hier? Non, mais moi, ça va au-delà du joueur, parce que je l'ai vu dans son intimité, mais bien évidemment que c'est Zizou. Non, mais au-delà de ce qu'il savait faire sur un terrain de foot, la gentillesse, la modestie, la simplicité. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. En plus, j'ai connu ça avec des grands joueurs à Barcelone, au Milan, en équipe de France. Voilà, ce garçon, tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, tout ce qu'il a fait pour le football français, pour lui, pour ses clubs et tout ça, et avoir l'humilité, la gentillesse, c'est lui. Forcément, c'est mon idole, au-delà du fait que voilà, j'ai partagé son intimité parce que c'est mon ami, mais au-delà de ça, en partageant son intimité,
je vois encore plus ce qu'il est, ce garçon, et c'est un être humain incroyable. Tu parles vraiment beaucoup souvent de l'aspect humain, donc on voit vraiment, on voit vraiment qui tu es vraiment, Christophe. Ouais. C'est un plaisir pour nous. Voilà. Donc le joueur le plus fêtard. À part toi, t'as le droit de te citer. Je devais être dans les 3 premiers. Dans le top 3. Non, mais après, celui avec qui j'ai fait les meilleurs, c'est Vincent Candela. Voilà, on en a fait tellement, des soirées, on en a fait. Oui, ben, je vais me mettre dedans, hein, soyons lucides, je vais balancer personne, même si j'ai balancé mon pote, mais bon, comme on marche en duo, il n'y a pas de souci. Mais oui, j'aimais faire la bringue. Mais tu vois, bizarrement, je ne suis jamais sorti la veille d'un match ou l'avant-veille d'un match, par contre. Après les matchs, oui, mais non, les veilles de match, tout ça, ça m'est jamais arrivé. J'en ai connu qui les faisaient, oui. Ouais. Ok. Bon, cette question, on connaît la réponse, mais on va quand même la poser. Ton meilleur pote dans le milieu du foot? T'en as peut-être d'autres? Mes meilleurs potes, mon meilleur pote c'est Candela et Zizou. C'est pour les deux choses différentes. Vincent, c'était pour faire la fête, et Zizou, c'était pour tout le reste. Mais voilà, c'est mes deux plus proches que j'appelle le plus souvent, que j'ai le plus souvent et que j'aimerais pour la vie. Ouais, ça c'est sûr. Après, il y a Laurent Blanc. Il y a Laurent Blanc que je vois souvent pour le golf. Voilà, il y a Bogossian que je vois aussi pour le golf. J'ai des bons copains, mais les deux plus forts, c'est Zizou et Vincent. Ok. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Celui que tu as le plus apprécié? Tu t'es senti en confiance? Roland, je l'ai autant aimé que je l'ai détesté. Voilà. Donc voilà, c'est 2 en 1. Voilà, Roland, c'est les 2 en 1. Et Aimé Jacquet a été quelqu'un de très important pour moi. Il m'a connu tout jeune. Voilà, il m'a élevé. Il a cru en moi. Voilà, il a toujours pensé que j'étais un joueur extraordinaire. Merci Aimé, hein, mais voilà, donc il a cru vraiment en moi, quoi. Vraiment. C'est tellement important, ça. C'était capital, il était chahuté, lui, il était la base, un peu délicate aussi, et il a cru en moi, et ça n'a pas de prix qu'un mec comme ça le fasse. Alors après, on me dit le chouchou de Jacquet, oui, on peut considérer ça comme être le chouchou de Jacquet, mais Jacquet, dans la période où il était, il prenait beaucoup de risques à avoir seulement Dugarry comme chouchou. Il avait surtout besoin aussi d'un joueur de foot, et pour ça, et je pense qu'il croyait en moi, quoi. Tout à fait. Ton héros de fiction préféré? Mon héros de fiction préféré? Ouais, père, ça, c'est les questions de Steph. Non, mais c'est mon père. Mon père, c'est mon héros. Non, mais c'est vrai de la vraie vie. Ouais. Non, mais c'est lui qui m'a accompagné. C'est lui qui m'a accompagné parce qu'il y a cette question aussi. À 5 h le soir, et qui m'attendait dans la voiture. Il pleuvait, des trombes d'eau 3 jours par semaine, et qui me ramenait, et qui passait tous ses week-ends c'est mon père, en restant tout seul derrière le but parce qu'il n'aimait pas se mélanger avec les autres parents, parce qu'il n'aimait pas que sa gueule et tout ça. Voilà, et puis voilà, qui a toujours été là pour moi. Oui, c'est certainement mon père. Oui. Ben voilà, j'ai les frissons. Donc ensuite, tes passions hors foot? Le golf. Oui. Et les voyages. J'ai été piqué par le virus du golf. Mais beaucoup, beaucoup de footballeurs. Ouais, je pourrais jouer tous les jours. Voilà, j'adore ce jeu. Et mon autre passion, c'est mes 3 enfants. J'ai une relation très fusionnelle avec mes enfants, et ils sont tout pour moi. Ouais. C'est l'éclate. Et niveau de golf, ça se passe bien, ça va? Tu les mets à l'amende un peu, les collègues? Tu sais, le golf, on n'est jamais vraiment content. Hein. Je commence à jouer correctement au golf, mais pas assez bien. Voilà, j'ai encore envie de jouer mieux. Voilà. Mais tu sais, au golf, même les professionnels sur un parcours, ils te disent qu'ils sont contents de 3, 4, 5 coups. Au maximum, alors que c'est des professionnels, on est rarement content de ces coups au golf, tu sais. Oui, puis c'est un apprentissage infini, quoi. C'est un sport de taré, ouais. Est-ce que tu as une devise? Ou alors quelque chose que tu aimerais dire un adage, aux supporters? Quelque chose qui te... Ouais. Non, mais ne jamais oublier qu'on dit jouer au football, quoi. Ça reste du football, quoi. C'est ma vie, le foot, hein, depuis tout petit. C'est ma vie, j'ai eu la chance de jouer dans des grands clubs, mais je peux comprendre la passion qu'il peut y avoir, autour d'un joueur, d'un club, d'une équipe, mais les tribunes, faut se calmer, quoi. Il y a trop de débordements, il y a trop de choses qui se passent dans les tribunes et qui m'énervent. Sincèrement, ça m'agace parce que ça n'apporte rien au foot.
Voilà, c'est des mecs qui viennent, j'ai l'impression, parfois se défouler, parfois qui se font engueuler à la maison et qui viennent se défouler au stade. Je ne comprends pas qu'on puisse aller au stade ou voir un match et être autant insulté, autant cruel, méchant parfois. Je déteste cette attitude-là des tribunes. Et justement, en parlant des tribunes, est-ce que tu as un mot pour les supporters de Marseille qui te regardent? Et la plupart, je suis sûre, sont ravis de te revoir Non, mais dans une émission non, j'ai pas. marseillaise. Non, mais voilà, non, leur souhaiter bonne chance. J'ai rien à leur dire de particulier. Je sais qu'ils aiment leur club, qu'ils oublient jamais qu'un joueur qui est sifflé et critiqué sera toujours moins performant qu'un joueur qui est encouragé. Voilà, c'est la vie même d'un C'est important sportif de de le haut dire, ça. niveau. On ne dit pas assez. Oui, mais ils le savent, hein, ils le savent, mais bon, des fois, voilà, mais eux comme d'autres. Après, bonne chance à eux, et voilà, que le meilleur se passe. Merci beaucoup Christophe pour ta Gauthier. disponibilité, ta gentillesse et ta sincérité. Franchement, on s'est régalé Vous en pendant prie. cette heure-là. Et, Allez. et merci beaucoup Marjo. Merci pour beaucoup tes questions. Stéphane, Super. merci, Marjorie, mille merci, merci Steph. à Christophe. Et, Vraiment. Super, merci. et à très bientôt. J'ai passé sur un le- excellent moment, merci beaucoup. Ah bah Merci. c'est gentil Ça Christophe, fait ça vraiment, nous vraiment touche. plaisir. Et on sait que Allez. sur le Phocéen également, on aura passé un très bon moment, tous ceux qui ont suivi l'émission. Et à très bientôt sur le talk show évidemment. Et on t'embrasse très fort, bon Salut. golf et bon voyage. Salut. Merci Salut, Christophe. merci. Gros bisous, Ciao, ciao. merci. Ciao, bisous.